Donc, pour commencer, je me présente. Je suis Claire Dubien, responsable du développement au sein du programme Solidatech. Je vais commencer par vous dire quelques mots sur Solidatech, puis on abordera ensuite plus concrètement les résultats de l'étude en découvrant les usages, mais aussi les impacts et les freins à l'implémentation des outils numériques dans votre structure. Nous finirons par sortir un certain nombre de clés de réussite que nous avons capitalisées de nos rencontres avec les structures associatives. Je vous propose d'écrire vos questions pendant ma présentation, si vous avez des questions qui vous viennent en tête. On les rabordera après toutes à la fin du webinaire. Vous pourrez également lever la main pour poser vos questions de vive voix et que nous puissions échanger directement. Donc, je commence par quelques mots sur Solidatech très rapidement. Solidatech, c'est donc un programme porté par les Ateliers du Bocage, qui est une entreprise d'insertion spécialisée dans le réemploi de matériel informatique et téléphonie. Cette entreprise fait partie du mouvement Emmaüs. Historiquement, nous sommes une communauté Emmaüs. Mais le programme Solidatech, plus particulièrement, est le représentant d'une ONG américaine qui s'appelle TechSoup et qui accompagne les associations dans le monde entier dans leur transition numérique. Solidatech est donc le représentant pour la France de cette ONG et accompagne aujourd'hui plus de 22 000 structures sur toute la France, dom-tom compris bien évidemment. Les bénéficiaires sont soit les associations loi 1901, soit les fondations reconnues d'utilité publique, les bibliothèques publiques, et depuis plus récemment, les fonds de dotation sont également éligibles à un certain nombre de nos partenaires. Nous avons distribué depuis 2008 plus de 300 000 licences et outils, ce qui représente en économie pour le secteur associatif plus de 100 millions d'euros. L'idée étant que Solidatech vous propose des outils et du matériel à tarif solidaire ou complètement gratuitement. Donc c'est vraiment notre premier axe d'action autour d'outiller. Donc vous aider à vous saisir du numérique à travers du matériel, des logiciels ou des abonnements en ligne. Le programme s'est rapidement rendu compte qu'outiller, c'était très intéressant, mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi accompagner les structures dans cette prise en main du numérique. Et pour cela, nous avons mis au point une assistance téléphonique, donc, qui est complètement gratuite et disponible 5 jours sur 7, pour vous accompagner dans vos choix d'outils, dans l'installation des outils et aussi dans le fait de pouvoir passer commande sur notre site. Il existe aussi un centre de ressources avec des tutoriels, des MOOC, des vidéos pour vous donner un petit peu des trucs et astuces dans la prise en main de certains logiciels ou également vous faire connaître d'autres logiciels qui ne seraient pas présents dans le catalogue, comme par exemple des outils libres ou des outils qui sont complètement gratuits avec des versions qui sont ce qu'on appelle en freemium, donc avec une première version gratuite et puis si vous voulez d'autres options, là ça devient payant. Et enfin, nous avons un dernier axe de travail qui s'appelle Innover, autour de l'innovation où nous aidons les associations ou les particuliers qui souhaitent mettre en place des outils autour du numérique pour leurs bénéficiaires finaux. Donc, par exemple, il y a un projet qui s'appelle Silver Geek, où ce sont des jeunes en service civique qui vont aller dans les maisons de retraite accompagner des personnes âgées dans l'utilisation de consoles de jeux ou de tablettes pour pouvoir communiquer avec leur famille. Donc, tous les ans, si ça vous intéresse, il y a un championnat de Poitou-Charentes des maisons de retraite sur console de jeux pour jouer au bowling. Voilà un petit peu pour les modes d'action de Solidatech. Je vous propose donc de rentrer un peu dans le vif du sujet. Quelle place pour le numérique dans le projet associatif en 2016 ? Pour vous faire un rapide récapitulatif, cette étude est d'abord un baromètre, puisque nous avons pu comparer des résultats qui ont été déjà pris en 2013 et les comparer avec des résultats de 2016 sur les outils numériques et les usages du numérique qui sont faits dans les associations. Mais cette étude va un petit peu plus loin, puisqu'on va également aborder tous les impacts positifs, négatifs, faire le point vraiment sur qu'apporte le numérique aujourd'hui dans ces différentes structures. Et nous avons voulu tirer de l'ensemble de cette étude, des rencontres que nous avons pu faire, un certain nombre de clés de la réussite que je vous présenterai en toute fin. L'idée étant de pouvoir partager les bonnes pratiques des uns et des autres. Donc, l'étude a été menée par Solidatech que je viens de vous présenter, mais pas seulement Solidatech. Nous avons été accompagnés par Recherche et Solidarité. Pour ceux qui connaissent, c'est une association qui est spécialisée dans les sujets qui sont liés à la vie associative, par exemple sur le financement du secteur associatif par les dons privés. Qu'en est-il des dons privés aujourd'hui en France? L'impact de la suppression de l'ISF. Tout ça, ce sont des sujets que Recherche et Solidarité étudie depuis des années et publie régulièrement des études sur ces sujets-là. L'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, c'en est une synthèse assez complète, mais une synthèse quand même. Si vous voulez voir le rapport complet, ils sont disponibles du coup sur notre site et sur le site de Recherche et Solidarité. Je vous propose donc en fin de webinaire de pouvoir vous envoyer le lien pour ceux qui voudraient revenir un peu plus en détail sur certains points qu'on abordera aujourd'hui.
L'étude a été menée pour que vous ayez un petit peu une idée du panel, hein, de voir comment nous avons mené les choses, auprès de dirigeants associatifs, avec donc 2 enquêtes, une en 2013, une en 2016, des bénévoles du monde associatif, avec plus de 6000 bénévoles pour cette deuxième enquête. L'idée étant d'avoir des réponses de structures de toute taille, de tout secteur, des associations qui sont purement bénévoles, des associations qui ont une centaine de salariés. Et nous avons également comparé avec les associations qui sont inscrites au programme Solidatech, donc on va appeler dans cette étude connectées, c'est-à-dire qu'elles ont déjà fait un premier pas vers le numérique. Comme elles se sont inscrites au programme, souvent c'est qu'elles ont déjà eu une démarche de pouvoir intégrer des outils dans leur quotidien. Et enfin, nous avons complété ces enquêtes plus quantitatives, où c'était des questionnaires, clairement, avec des entretiens qualitatifs qui ont été menés en face à face avec une quinzaine de structures pour pouvoir vraiment capitaliser aussi sur la façon, sur le ressenti, la façon d'accompagner le changement au sein de la structure. Alors, quels usages du numérique dans les associations? Ce qui est vraiment frappant par rapport à 2013, c'est que les usages sont de plus en plus diversifiés. Avant, le numérique se résumait plus à des tâches bureautiques. Aujourd'hui, il est devenu omniprésent, mais même dans la société. Grâce à l'avènement du smartphone, on a tout un pan d'applications qui se développent dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Certains parlent d'uberisation, c'est une façon de voir les choses. Aujourd'hui, le numérique est présent aussi bien dans notre quotidien à la maison que dans notre vie professionnelle, que pour pouvoir se déplacer. Cette omniprésence du numérique est vraie aussi au sein d'une association. On ne parle plus uniquement de numérique comme le secteur, enfin, le travail du service informatique qui va pouvoir mettre en place des serveurs et qui va pouvoir nous installer des suites bureautiques sur nos ordinateurs. Maintenant, le numérique traverse vraiment toutes les actions de l'association, aussi bien pour gérer son activité, avec par exemple l'inscription des adhérents en ligne, le paiement des cotisations en ligne, communiquer vers l'externe, faire connaître son association grâce à la communication qu'on appelle digitale, communiquer en interne avec le travail collaboratif. On y reviendra plus en détail, mais c'est quelque chose qui a pris énormément de place, surtout dans les associations. Pour suivre et évaluer les projets et activités, ce sont des choses qui sont de plus en plus demandées par les financeurs, d'avoir un suivi vraiment très proche du réel et de faire des bilans de plus en plus détaillés. Pour ça, les outils numériques nous aident vraiment à pouvoir être plus efficaces. De pouvoir former les adhérents et les bénévoles, c'est quelque chose d'un peu plus nouveau, mais on découvre de plus en plus d'outils qui sont saisis par les associations, car ça leur permet vraiment de s'affranchir des contraintes logistiques, comme aujourd'hui, où on va pouvoir faire cette présentation auprès de plus de 100 personnes dans toute la France, alors que hier, s'il avait fallu que je fasse 15 conférences dans plusieurs régions, ça aurait pris beaucoup plus de temps et d'argent à tout le monde. Donc voilà, on se rend compte que ça permet aussi de simplifier un certain nombre de pratiques du quotidien. Et enfin, quelque chose de plus nouveau, sur lequel je vais revenir un peu plus en détail, qui est de développer des projets avec les bénéficiaires ou les usagers. Je vous parlais tout à l'heure de Silver Geek, mais on voit que parmi les associations inscrites à Solidatech, il y en a beaucoup qui ont pu déjà développer des projets de ce type-là. On en a 35%. Alors, ce type de projet, ça peut être des cartographies pour des clubs de randonnée, de la spéléologie, un accès Internet dans les maisons de retraite, on en a parlé, mais également des MOOC, des serious games. Je ne sais pas si ça parle à certains, par exemple, qui travaillent dans l'insertion professionnelle, mais le fait de pouvoir faire passer des entretiens fictifs en ligne grâce à des petits jeux où on va pouvoir répondre à des questions, ça permet aussi de travailler un petit peu cette notion d'entretien et de pouvoir aborder d'autres sujets plus facilement. Tous ces outils sont aujourd'hui de plus en plus saisis. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené dans des parcs de votre ville, où il y a des petites bornes avec ce qu'on appelle des QR codes, c'est des carrés avec des petits points noirs que vous pouvez flasher et puis ça vous emmène pour vous dire quels sont les animaux qui sont autour de vous, comment s'appelle l'arbre qui est en face de vous. Tout ça permet vraiment de pouvoir communiquer entre le réel et le numérique et de pouvoir impliquer beaucoup plus les gens dans les projets sans avoir besoin d'avoir d'outils très complexes. Le numérique, au-delà de ça, est devenu aussi un sujet à part entière pour un certain nombre de structures associatives. On se rend compte que l'inclusion numérique, le fait de pouvoir amener les gens, les former autour des outils numériques, devient vraiment crucial parce que, comme on dit, le numérique devient omniprésent dans la société. Si on parle d'accès aux droits, par exemple, pour la CAF ou le RSA, de plus en plus de choses se font uniquement en ligne. Et donc, beaucoup de structures ont pour action aujourd'hui de pouvoir accompagner les gens, quelle que soit leur situation, dans cette prise en main des premiers outils numériques. Pour en revenir un petit peu plus en détail sur les outils qui sont utilisés aujourd'hui dans les associations,
On se rend compte bien sûr que le panel est très large, mais l'outil le plus utilisé est clairement le site internet. Le site internet aujourd'hui, plus de 73% des associations ont un site internet. Les très rares associations qui n'en ont pas ont en général plutôt une page de présentation sur un site ou sont présents sur des annuaires en ligne, mais très rares sont les associations qui n'ont vraiment aucune présence en ligne. De même pour les réseaux sociaux, les associations sont assez bien représentées sur les réseaux sociaux, puisque 62% d'entre elles sont présentes, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. On le verra tout à l'heure, chacun choisit son réseau, mais la présence en ligne est de plus en plus forte. Aujourd'hui, les associations sont au niveau des TPE auto-entrepreneurs. Donc voilà, on est quand même présent sur ce créneau-là. Ce qui est plus intéressant à voir aussi, ce sont les outils qui sont très peu utilisés encore. On parle énormément de crowdfunding, de dons en ligne sur des plateformes, etc. Et finalement, seuls très peu d'associations s'en sont encore saisies, puisque seuls 13% utilisent aujourd'hui le don en ligne, ou via une plateforme quelle qu'elle soit, un bouton de don sur votre site, etc. De même, les applications smartphone sont encore très peu utilisées. Alors bien sûr, ça demande beaucoup plus de compétences techniques ou de financement pour pouvoir en développer, mais on va le voir qu'il y a un vrai enjeu sur ce sujet-là. Un petit détail, on n'a pas inclus les outils bureautiques, les suites Office, ou que ce soit en libre ou de Microsoft. Aujourd'hui, on reconnaît tous unanimement utiliser les suites bureautiques, donc on se dit que ce n'était pas très intéressant de pouvoir les inclure. Mais voilà, bien sûr, c'est l'outil le plus utilisé aujourd'hui. Si on part un peu plus en détail sur les percées de certains outils entre 2013 et 2016, puisque je vous ai dit que c'était un baromètre, on voit que le site internet a continué à augmenter, même si en 2013, 70% des associations en avaient déjà un. On continue à en augmenter en atteignant 73% aujourd'hui. Et je pense qu'on va atteindre un plafond dans les mois, années à venir, où voilà, la plupart des associations sont déjà munies, donc cette augmentation ne va pas forcément beaucoup augmenter. Par contre, sur les réseaux sociaux, là, il y a une vraie progression, puisque de plus en plus de structures ces dernières années ont vraiment saisi l'enjeu qu'il y avait à être présent sur ces réseaux-là, pour pouvoir communiquer très largement et pouvoir vraiment donner cette notion d'adhésion, faire participer les gens au quotidien de l'association. Et là, c'est vraiment une explosion, puisqu'on a plus 26 points en 3 ans, ce qui est la plus forte augmentation dans tous les sujets qu'on a pu voir précédemment. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, puisque 21% des Français suivent au moins une ONG sur les réseaux sociaux. Donc on voit que non seulement les associations ont saisi cette opportunité et sont de plus en plus présentes, mais cette frange de la population qui est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement les très jeunes. Aujourd'hui, de plus en plus de gens, quel que soit leur âge, vont pouvoir se mettre sur tel ou tel réseau. C'est particulièrement vrai pour les jeunes seniors qui ont beaucoup de temps devant eux et se mettent à vraiment suivre l'actualité d'un bon nombre de structures. Et enfin, les outils collaboratifs. Alors, je vais peut-être vous faire une petite définition pour qu'on soit tous sur le même niveau, parce que outil collaboratif, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Un outil collaboratif, c'est un outil qui va permettre de partager des fichiers de travail. Ces fichiers, ça peut être soit un agenda partagé, soit un espace où on va pouvoir déposer des fichiers Word, Excel, PowerPoint, etc. pour pouvoir travailler ensemble et y accéder n'importe quand, de n'importe où. Ou encore des espaces de conversation pour pouvoir discuter avec les uns et les autres dans son équipe, ou complètement des espaces de travail où on va retrouver tout ça réuni, des fichiers, de la conversation, de l'agenda, de la gestion de projet. Donc les outils collaboratifs, ça peut être très très large, parce qu'un simple chat peut être un outil collaboratif, qu'un agenda partagé peut l'être, mais aussi l'ensemble de tout ça. Certains d'entre vous doivent connaître les outils Google, avec par exemple G Suite, où là, c'est un outil collaboratif très complet, parce qu'on va retrouver toutes ces petites briques les unes avec les autres. Bien sûr, ces outils sont particulièrement adaptés au fonctionnement associatif, où on a parfois des salariés, mais aussi des bénévoles, des bénéficiaires, qui sont dans des temps de travail et d'implication très différents. Certains, ça va être la journée, d'autres le soir et le week-end. Certains vont travailler depuis un espace commun, le local de l'association, d'autres vont plutôt être depuis chez eux. Donc ces outils sont vraiment une vraie révolution pour le secteur associatif, parce qu'ils permettent de collaborer beaucoup plus facilement ensemble. Ce qui explique aussi cette très forte progression, avec plus de 43% des associations qui utilisent aujourd'hui ces outils. Alors, l'émergence possible des nouveaux usages, faites un petit peu attention à la lecture de la slide qui n'est pas évidente. Aujourd'hui, 8% utilisent les formations à distance, 42% pourraient l'utiliser demain, ce qui signifie qu'en tout, elles sont 50% potentiellement à l'utiliser demain, parce que ce sont 8 plus 42. La slide n'est pas très évidente à lire. C'était simplement pour voir bien le potentiel de développement de certains.
On voit que vraiment cette question de formation à distance interpelle beaucoup de structures car elles y voient une vraie opportunité de pouvoir impliquer beaucoup plus de gens dans leurs actions de sensibilisation, de formation, de pouvoir embarquer des gens quelle que soit leur situation et avec des frais qui sont beaucoup moins importants que l'organisation d'événements. Le don en ligne, donc, qui a également un fort potentiel de développement. On s'est pas mal posé la question et on a demandé aux associations pourquoi, alors que ça existe quand même depuis un petit moment maintenant, pourquoi seuls 13% l'utilisent aujourd'hui et par contre 41% annoncent pouvoir l'utiliser demain. On se rend compte qu'il y a une vraie peur et que les gens qui s'en sont saisis, il y a parfois quelque chose d'assez déceptif, car le crowdfunding, c'est quelque chose qui demande énormément d'engagement. Si on veut que ça marche, énormément de communication, énormément de travail en amont. Et du coup, pour certaines, il y a quelque chose de très déceptif à lancer quelque chose qui finalement vivote et puis meurt sans avoir vraiment atteint d'objectif, même en ayant mis un petit peu d'investissement sur la communication. Donc c'est un sujet sur lequel il faut vraiment travailler et sur lequel il ne faut pas hésiter à se former pour pouvoir s'en saisir vraiment pleinement. Et enfin, on l'a dit, les applications smartphone. Aujourd'hui, 70% de la population française utilise plus son smartphone que son PC pour naviguer sur Internet, pour découvrir des choses. Donc, beaucoup d'associations sentent qu'il y a un vrai potentiel pour pouvoir toucher les gens dessus. Mais voilà, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir développer sa propre application. Sachez qu'aujourd'hui, il y a déjà des applications qui se développent vraiment pour le secteur associatif, dédiées à votre association. On pourra en revenir dessus si vous avez des questions. Enfin, je voulais faire une petite parenthèse sur les logiciels libres. Un logiciel libre, juste pour qu'on ait la même définition, c'est un logiciel qui est fourni avec son code source. Et donc, si des gens le souhaitent, s'ils veulent le modifier, l'adapter à leurs besoins ou simplement vérifier comment le logiciel a été construit, le code est disponible. Donc, il y a la possibilité d'aller voir comment c'est fait à l'intérieur. Beaucoup de gens vont vous parler de notions d'éthique par rapport au logiciel libre, puisque ça permet de vérifier que le concepteur n'a pas mis une petite porte dérobée pour aller récupérer vos données ou ne va pas pouvoir se connecter pour voir où sont hébergées vos données et quelles sont vos données. Donc voilà, il y a un vrai enjeu autour de ces logiciels. Il faut faire attention à l'amalgame qui n'est pas toujours vrai. Un logiciel libre n'est pas toujours gratuit, même si c'est souvent le cas. Mais voilà, dans le secteur associatif et plus particulièrement auprès des associations de l'éducation populaire qui sont historiquement assez militantes, on voit un vrai enjeu à se saisir de ces logiciels, aussi bien pour des questions bien sûr financières, mais aussi éthiques. C'est pour ça qu'on voit que les associations qui se déclarent dans une situation financière difficile sont largement celles qui souhaitent le plus se saisir des outils libres, mais également des associations qui font cette démarche de vouloir utiliser des outils qui prennent moins de ressources à tourner et sur lesquels on peut plus avoir la main de comment ça a été fait et ce que ça va m'apporter et est-ce qu'il n'y a pas une notion de sécurité, d'espionnage. Voilà. Donc il y a un très beau potentiel pour les logiciels libres puisqu'aujourd'hui, 41% des associations les utilisent déjà et donc demain, avec 35% de potentiel d'utilisation supplémentaire, on arrivera à 76% des associations utilisatrices de ce type de logiciel. On voit bien sûr que pour utiliser et pour se poser ce type de questions, souvent il va s'agir plus d'associations qui sont connectées, donc qui ont déjà fait un premier pas vers le numérique, qui commencent à se poser déjà ces questions-là, et des associations de taille, ce qu'on a appelé moyenne, donc entre 3 et 20 salariés, car elles vont avoir souvent plus le temps et plus les moyens de se poser ce genre de questions et de choisir aussi un logiciel qui puisse correspondre à leurs souhaits, à leurs besoins. Quels impacts pour le numérique au sein de l'association? Maintenant qu'on a un peu parlé des outils et de leurs usages, parlons plutôt de l'impact qu'ils vont pouvoir avoir sur la vie associative. Impact qu'on va voir majoritairement positif, mais aussi parfois assez négatif. Pour les impacts positifs qui sont très largement cités, bien sûr, on a le partage de l'information, que ce soit extérieur ou intérieur, c'est-à-dire le fait de faire connaître son association, de partager l'actualité de son association, les événements, etc. Mais aussi de pouvoir partager en interne entre membres du conseil d'administration, salariés, bénévoles, sur les différents projets, que tout le monde ait le même niveau d'information. C'est quelque chose qui peut être rendu beaucoup plus facilement avec les outils numériques. Et bien sûr, l'image de l'association, on en a parlé avec la communication digitale, le fait qu'aujourd'hui, on peut beaucoup plus facilement avoir un site internet, être présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a même à Paris des abribus connectés où vous allez pouvoir trouver toutes les associations qui sont présentes autour de vous. Un certain nombre de mairies publient des annuaires des associations en ligne pour que tout le monde puisse retrouver facilement l'association dans laquelle il a envie de s'investir. Vraiment, le numérique donne une image à l'association beaucoup plus forte qu'avant où on était uniquement sur des flyers et des affiches.
Dans les avis qui sont majoritairement positifs, mais qui ne sont pas forcément les plus forts, on va retrouver l'implication des bénévoles. Bien sûr, c'est lié au meilleur partage de l'information, mais aussi aux nouvelles formes qu'on va appeler de e-bénévolat. Je ne sais pas si certains d'entre vous le pratiquent, ça peut être intéressant d'en discuter en fin de webinaire, mais de plus en plus de structures vont proposer des missions ponctuelles ou alors sur le long cours, où le bénévole ne va pas avoir besoin de venir se déplacer à des réunions, etc., mais va pouvoir travailler par exemple via Skype ou des outils de visioconférence, va pouvoir discuter avec son référent et travailler sur des sujets bien précis depuis chez lui, aux horaires qu'il veut, et grâce aux outils, pouvoir mettre à disposition ce sur quoi il a travaillé. Donc cette implication des bénévoles peut être vraiment favorisée par le numérique. On en a parlé, le suivi et l'évaluation des actions, bien sûr, est vraiment facilité par le numérique, parce que pouvoir tenir à jour en direct le nombre de bénéficiaires, ce qu'on a pu mener comme action avec ces bénéficiaires, etc., de pouvoir les enregistrer et en ressortir tout de suite des reportings déjà propres, ça permet vraiment de pouvoir rassurer les financeurs et suivre au plus près ces actions. Il y a un effet aussi qui est assez cité lors des entretiens oraux et qu'on voit de plus en plus, c'est le pouvoir de mobilisation sur des causes ou à des événements. Grâce à l'avènement des pétitions en ligne, par exemple, on va pouvoir sensibiliser de plus en plus de gens. L'année dernière, il y a Nuit debout qui a très bien marché et ça a été en grande partie grâce au numérique, car les gens avaient un endroit pour pouvoir se dire où est-ce qu'on se rassemble, comment on s'organise, de quel sujet on va pouvoir parler avant d'être sur place. Et ça facilite énormément quand on est des gros groupes comme ça, l'organisation interne et le fait de pouvoir mobiliser des gens sur le long terme. Quelque chose d'assez étonnant, je trouve, c'est sur l'efficacité de l'action. Instinctivement, on pourrait se dire que le numérique permet tellement de faciliter les échanges, l'image, etc., que l'action va en être vraiment plus efficace. On se rend compte que ce pourcentage n'est pas si fort que ça, puisqu'en fait, 50% disent que ça a un impact positif, certes, mais 47% nous indiquent ne pas pouvoir encore se prononcer sur le fait que est-ce que le numérique rend mon action plus efficace ou pas. Alors bien sûr, on va le voir, c'est aussi lié à tous les freins que peut amener le numérique, au choix des outils, à l'implémentation des outils, au fait que pour former les gens, ça peut également prendre du temps. Et parfois, ça nécessite aussi de perdre un peu de temps pour pouvoir en gagner derrière. Donc certains n'ont pas aujourd'hui encore le recul de dire est-ce que ça a vraiment permis de donner plus d'efficacité à mon action ou pas. Les avis justement qui sont un petit peu plus réservés, sur lesquels les gens ont plus de mal à se prononcer, clairement les recettes de l'association, est-ce que l'investissement que je vais faire sur tel et tel outil va pouvoir dans le temps être bénéfique pour moi. Il y a vraiment cette notion de recul, puisque aujourd'hui le numérique avance de plus en plus vite, les associations s'en saisissent de plus en plus vite, et donc je pense qu'on y verra un petit peu plus clair dans 2 ou 3 ans, quand on pourra avoir ce recul sur les outils sur lesquels les associations se sont équipées dans les 3 dernières années. Pouvoir tout de suite dire est-ce que mon nombre de bénévoles a augmenté grâce au numérique ou parce que j'ai mené d'autres campagnes X ou Y, c'est encore un petit peu difficile aujourd'hui. Quelques signaux négatifs. Alors, on a eu très peu de pourcentages. Les pourcentages sont très faibles par rapport à ce qu'on a pu voir sur les impacts positifs, mais il faut quand même le noter. Pour moi, ça doit être vraiment des points d'attention sur lesquels on reviendra dans les clés de la réussite. Mais la participation du plus grand nombre aux décisions, clairement, l'excès d'informations, le fait qu'il peut y avoir parfois une fracture numérique au sein même des associations. Certains vont être vraiment plus en avant sur certains outils, vont vouloir développer des choses. D'autres, au contraire, vont se sentir un petit peu exclus parce qu'ils n'ont pas forcément la culture de pouvoir accéder à ces outils. Les outils, ils ne savent pas exactement comment participer de la même manière que les autres. Donc, cette notion de participation du plus grand nombre, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment avoir un point de vigilance. De même, bien sûr, sur les recettes de l'association, entre les investissements sur les recherches de fonds, le crowdfunding, mais également le coût de tous ces outils, qui soient soit en one-shot, soit réguliers pour ceux qui choisissent des formules d'abonnement. C'est aussi un sujet, bien sûr, de préoccupation. Quelque chose d'assez étonnant, on a quand même 6% qui relèvent des impacts négatifs sur le nombre de bénévoles. Alors, l'implication des bénévoles, on a dit, est très positive. Par contre, le nombre de bénévoles, certains sont un peu déçus. Alors, est-ce que c'est parce que les structures plus visibles en ligne vont récolter du coup plus de bénévoles et ça va être assez déceptif pour d'autres qui vont se retrouver un peu sur le bord du chemin? C'est une des premières raisons qui nous a été relevée. Mais ça peut être aussi parfois une certaine déception des bénévoles qui vont accéder très facilement à l'association, qui vont avoir des premières relations très simples grâce au mail, grâce au numérique, et qui, lorsqu'ils vont devoir vraiment s'impliquer dans l'association, s'engager,
là vont faire un peu machine arrière en se disant « Ah là là, mais non, mais je ne pensais pas que c'était aussi chronophage, je ne pensais pas que c'était comme ça sur le terrain ». Donc il y a aussi cette raison-là qui nous a été pas mal relevée. On verra bien sûr comment éviter ces écueils et trouver des solutions à ces impacts négatifs lors de la fin de l'étude sur les clés de la réussite. Je voulais vous parler aussi rapidement de la gouvernance. La gouvernance, c'est un vrai sujet dans le milieu associatif parce que c'est toujours quelque chose d'assez complexe. Comment avoir un CA représentatif, le renouvellement du CA, tous ces sujets-là sont souvent très présents. Mais le numérique peut aussi apporter des choses très positives sur cette gouvernance. Ce qui est vrai au niveau du pays avec ce qu'on appelle les civic tech, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, tous ces outils numériques qui vont pouvoir nous permettre d'avoir plus de démocratie dans notre pays. Par exemple, il y a un site qui s'appelle mondéputé.fr, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, qui va permettre pour chaque citoyen d'aller voir est-ce que son député est présent à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a voté sur les différentes lois, sur quel sujet il travaille en ce moment. Et ça permet vraiment d'avoir une notion de confiance qui s'installe grâce à la transparence en rendant l'information plus accessible et les échanges vraiment facilités. Il y a également la loi numérique qui a été montée vraiment dans ce cadre collaboratif et qui peut donner des idées à certaines structures qui souhaiteraient plus impliquer ses adhérents dans les votes aux assemblées générales, par exemple, ce qui souvent est un petit peu compliqué à faire. Là, dans la loi du numérique, ce qui a été proposé, c'est que ce soit les citoyens qui puissent voter sur est-ce que vous voulez que tel amendement ou tel amendement en fasse partie, comment est-ce que vous voyez les choses, est-ce que vous voulez proposer des nouveaux points aussi dans cette loi. Donc ça peut aussi donner des idées à un point de vue plus associatif, à plus petite échelle, mais vraiment de pouvoir faciliter cette participation pour ceux qui ne seraient pas disponibles, pour ceux qui connaisseraient moins certains sujets, on va pouvoir leur donner accès à plus d'informations. Mais voilà, que ce ne soit pas uniquement les gens qui puissent se déplacer aux assemblées générales qui puissent voter, mais vraiment tout le monde et dans un temps un peu plus long. Ce qui peut permettre également d'avoir une parole plus libre, parce que quand on est en présence physique, certains n'osent pas forcément prendre la parole, poser des questions. Certains vont être au contraire très très présents et vont empêcher d'autres de s'exprimer. L'intérêt de certains outils, c'est de pouvoir aussi donner une parole égale à tout le monde et que tout le monde puisse poser ses questions et participer au niveau qu'il le souhaite. Bien sûr, là, on parle de tout ce qui peut être positif sur la gouvernance, mais il y a des risques qui sont liés, qui sont clairement très, très liés. Si on parle du fait de partager l'information, est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi un découragement par excès d'informations? Quand vous voyez le nombre de mails, de messages, de notifications qu'on reçoit chaque jour, c'est important aussi de pouvoir avoir des messages qui soient assez ciblés, qui ne soient pas trop longs. Donc, il faut savoir vraiment écrire avec ces nouveaux outils pour que les gens nous lisent et qu'on ne passe pas dans les spams rapidement. Bien sûr, il y a cette notion d'exclusion des personnes qui pourraient moins maîtriser ces outils et du coup qui se sentiraient un petit peu à l'écart de tout ça. Donc, il faut aussi penser à les accompagner et à vraiment inclure tout le monde dans cette mise en place de nouvelles pratiques. Quelque chose qui est ressorti et sur lequel on n'avait pas forcément vu les choses arriver, c'est le frein à la réflexion du fait de la rapidité, voire de l'immédiateté des échanges. Quand on est dans des chats internes, dans le fait de pouvoir travailler en ligne sur certains documents, où on va du coup être dans des temps beaucoup plus rapides, ça change nos façons de fonctionner et on va de temps en temps avoir moins de temps de réflexion quand on va répondre tout de suite à une question ou quand on va faire des modifs sur un document en direct. On ne va pas forcément avoir ce temps qu'on avait avant de se dire après « Ah oui, mais je n'avais pas forcément pensé à ça, etc. » aux tenants et aux aboutissants. Donc, c'est quelque chose auquel il faut aussi avoir un petit point de vigilance. La redistribution des rôles et des pouvoirs, les nouveaux circuits de décision, c'est assez clair que les gens qui vont proposer les outils et souvent du coup les mettre en place et être un petit peu leaders vont avoir tendance à être les premiers à s'en servir et les premiers à s'exprimer dessus, ce qui peut rebalancer un petit peu les équilibres qui étaient auparavant présents dans la structure. Donc c'est aussi un des points sur lesquels il faut avoir une certaine vigilance. L'éloignement par rapport au projet associatif lui-même, on va y revenir, mais parfois le fait de mettre en place trop d'outils, on va passer énormément de temps sur ces outils et peut-être moins sur finalement à quoi ça devait nous servir et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Quel est notre but final, quel est notre projet associatif, quelle est l'action de l'association, ne le perdons pas de vue. En plus de ces impacts parfois négatifs, certaines structures sont confrontées à des difficultés pour les intégrer, ces outils numériques. Les 3 obstacles majeurs sont le temps et la disponibilité. Alors que ce soit pour définir vraiment quels sont nos besoins, quelles sont nos façons de fonctionner, quel outil on va choisir,
du coup, dans la multitude d'outils qui évoluent très très vite, comment les utiliser, comment les partager, former les gens, lever les craintes aussi des potentiels utilisateurs, voir qu'est-ce qui va les empêcher demain de les utiliser et ce qui va faire du coup que l'outil qu'on aura mis du temps à choisir et à installer ne sera utilisé par personne. C'est quelque chose de très important, mais ça demande du temps et de la disponibilité à quelqu'un ou à plusieurs personnes pour pouvoir vraiment mener ça à bien. Mais également des moyens financiers. Le savoir-faire technique est clairement un questionnement, mais qui pose moins de problèmes à la majorité des associations que les moyens financiers, qu'ils soient directs ou indirects, car certains outils, au premier abord, ne sont pas chers, voire même sont gratuits, mais coûtent très cher à mettre en place ou à maintenir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des CRM, par exemple, des outils qui servent à discuter et à suivre vraiment la relation avec les bénéficiaires. Mais certains CRM pratiquent des tarifs très avantageux pour les associations, voire sont complètement gratuits. Mais le fait de le définir, de pouvoir le paramétrer, de le mettre en place, de l'héberger, de vérifier régulièrement, de faire de la maintenance, de le faire évoluer, là, les coûts peuvent augmenter très très vite et ce sont des choses qu'on n'a pas forcément vues avant de mettre en place le projet, qu'on n'avait pas forcément budgété en amont. Donc les moyens financiers sont clairement une des problématiques de la mise en place de ces outils. Les associations qui sont connectées, donc celles qui ont déjà fait ce pas vers le numérique, on retrouve exactement les mêmes problématiques, mais on retrouve aussi une chose qui peut être plus étonnante, qui est la frilosité de certains membres de l'équipe. Alors que ces associations sont dites plus avancées, on voit que cette notion de fracture numérique est également plus avancée. Donc certains vont avoir plus de mal à se dire on va partir sur des nouveaux process, sur des nouvelles manières de fonctionner parce que ça marchait très bien jusqu'ici et du coup je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on changerait. Ou alors on a déjà essayé de changer, ça s'est mal passé, j'ai pas forcément envie de recommencer. Donc on voit que tout cet accompagnement au changement est un sujet qui fait partie vraiment intégrante de ces projets d'intégration de nouveaux outils numériques. Alors face à ces difficultés et à ces impacts négatifs, quelques leviers d'action. On a vu tout ce que le numérique pouvait apporter à une association, quel que soit le domaine de compétences, mais faisons attention à comment lever tous ces freins et ces difficultés. Donc bien sûr, une meilleure connaissance des outils, c'est quelque chose qui a été le plus cité par les structures, avec 49% des structures qui demandent à avoir plus de connaissances sur le panel complet des outils. Alors bien sûr, il existe un certain nombre de guides, de livres blancs, de présentation d'outils. Certains d'entre vous doivent connaître le guide qui a été créé par AnimaFac, qui est vraiment complet sur énormément de sujets différents avec des propositions d'outils, des notes. Alors, ça peut être très intéressant d'avoir ce premier panel et ça peut nous aider à avancer. Après, il faut avoir bien en tête que déjà les outils évoluent très vite. Donc, un guide qui a été créé il y a 5-6 ans, par exemple, a plus forcément une réalité actuelle, ce qui n'est pas du tout le cas du guide d'AnimaFac. Hein. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil, il est très bien fait. Mais voilà, je voulais simplement attirer votre attention sur les différents guides qui peuvent être faits. Un, à l'âge du guide et à quand est-ce qu'il a été construit. Et enfin, à qui a écrit le guide. Parce que certains éditeurs de logiciels aussi, pour se faire connaître, vont pouvoir écrire des guides ou des livres blancs, mais bien sûr vont mettre en avant leurs solutions ou d'autres solutions amies et vont pas forcément avoir un point de vue très objectif. Après, il est très dur de faire un guide complet parce qu'on ne pourra jamais lister l'ensemble de tous les outils qui existent, mais c'est important d'avoir un regard vigilant quand on étudie ce type d'outils. Un autre point qui a été très cité, c'est la mise à niveau des membres peu ou pas initiés au numérique, cette notion de formation, que ce soit technique ou simplement d'avoir une espèce de culture commune sur le numérique. Cette culture partagée, elle se fait par cette remise à niveau, mais également grâce à 3 autres points qui ont été très cités. Une volonté pleinement de partager, de s'appuyer sur le numérique, c'est quelque chose qui aiderait vraiment les associations à tirer le meilleur parti, mais c'est aussi quelque chose qui tient à l'association. Donc c'est une question aussi de pouvoir mettre en place des actions pour avoir cette volonté pleinement partagée. Bien sûr, c'est lié aussi au temps d'échange et de réflexion en interne qui sont cités par 28% des structures. C'est temps, attention à l'animation pour qu'ils puissent vraiment profiter à tous, qu'on puisse impliquer tout le monde sans être trop technique pour pouvoir accéder à cette volonté pleinement partagée. Et enfin, un point sur lequel je voulais revenir qui est cité par seulement 29% des associations, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de conférences et dans beaucoup d'événements de sensibilisation pour les associations, c'est cette stratégie numérique. C'est se dire aujourd'hui,
la transformation digitale. Ce qu'on appelle la transformation digitale, c'est le fait que le numérique vienne dans toutes les actions de notre vie, dans tous nos sujets de travail, que ce soit dans la gestion de l'association, dans la communication, dans le suivi des projets, même dans la communication interne, quelque chose de très transverse qui touche vraiment à tous les services et à tous les salariés de l'association, aussi bien dans l'utilisation, mais aussi dans la proposition d'outils. Avant, on avait un service informatique qui faisait les propositions, qui même parfois ne proposait pas, mais mettait en place, et puis les uns et les autres devaient utiliser les outils qui étaient mis à disposition, surtout dans certains services comme la comptabilité par exemple, où c'était vraiment incontournable. Aujourd'hui, la transformation digitale implique le fait que tout le monde va proposer des outils dans plein de domaines différents. Et la mise en place de ces outils ne nécessite plus forcément de techniques, de compétences très techniques, de compétences particulières. Je vous donne un exemple. Par exemple, si une équipe veut utiliser Skype, la plupart des gens savent que c'est simplement un petit outil téléchargeable qu'on va mettre en place et en 10 minutes, montre en main, il peut être mis en place et tout le monde a son adresse mail pour se connecter. Ça peut être fait de façon complètement indépendante à l'équipe d'à côté qui, elle aussi, avait un problème de communication, mais qui n'en a pas forcément eu vent de ce que faisait l'équipe A, et qui, du coup, va utiliser un autre outil. Et puis, le jour où on va se rendre compte que l'équipe A et B utilisent deux outils différents, et que finalement, au sein de l'association, on veut mettre un nouvel outil de communication pour pouvoir fluidifier les choses, et bien là, on se rend compte qu'on commence à avoir des problèmes de pratique, parce que plein de petits outils ont été mis en place à droite à gauche, que tout le monde ne sait pas forcément s'en servir, que certains s'en saisissent plus que d'autres, etc. Du coup, cette notion d'avoir une stratégie commune à toute l'association, dans toutes les strates, sur tous les secteurs d'activité et sur toutes les actions du quotidien, c'est vraiment important, car on va le voir, ça change aussi les pratiques et la façon de travailler de tout le monde. On a parlé tout à l'heure des difficultés financières. Les besoins financiers, bien sûr, c'est au niveau des équipements de la formation, mais également pour mobiliser des experts. Sur les équipements, il y a des solutions qui existent. Donc, bien sûr, je vais vous parler de Solidatech que je vous ai présenté en début de webinaire, où il y a des solutions comme nous pour pouvoir trouver du matériel informatique de seconde main qui sont à l'état neuf, beaucoup moins cher, des solutions en ligne qui vont être gratuites ou à tarif solidaire. Mais aussi, il existe aujourd'hui de plus en plus de fondations qui ont compris l'enjeu que représentait le numérique et qui souhaitent accompagner les associations dans le fait de se financer sur du matériel, sur des logiciels, pour être plus efficaces sur le long terme. Donc, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers des fondations qui pourraient vous aider à se saisir de ce type de choses. Dans la formation, bien sûr, l'UNIFAF, un certain nombre d'entre vous sont là aujourd'hui pour ce sujet. Mais voilà, les organismes de formation prennent aussi et ont pris conscience que le numérique était un sujet incontournable et vous proposent de plus en plus des formations sur ces sujets-là pour monter en compétences, que ce soit à un niveau stratégique, à un niveau culture numérique, récupérer une culture numérique commune à tous, ou carrément des formations plus techniques sur X ou Y outils. Et enfin, les experts, il n'est pas forcément nécessaire de monter en compétence sur tous les outils. Certains, par exemple, sur le référencement de leur site web, le fait que le site internet sorte dans les premiers résultats quand vous faites des recherches sur Google ou Yahoo ou Quant, ça c'est un vrai travail d'expert. Ah, excusez-moi, je crois que quelqu'un me dit qu'il y a un petit problème de son. Est-ce que vous pouvez simplement me confirmer que c'est bon pour vous le son? Oui, ok. Bon, alors la plupart des gens me disent que c'est bon au niveau du son. Je pense que la personne qui a un problème de son, n'hésitez pas à vous déconnecter et à vous reconnecter. Parfois, ça peut arriver que le son saute. Du coup, je vous reparle du référencement site web. Ça, c'est une compétence qui est très technique et qui n'a pas forcément un intérêt à être internalisée au sein de vos structures. Donc, ça peut aussi valoir le coup d'externaliser certaines choses comme de l'accompagnement ponctuel sur la mise en place de certains outils, le référencement de votre site web qui est quelque chose de très technique. Là, vous allez pouvoir soit trouver des financements pour externaliser et prendre des prestataires, soit faire appel à des bénévolats de compétences qui sont quelque chose de plus en plus répandu. Par exemple, Passerelle et compétences, aujourd'hui, propose des missions très ponctuelles de mécénat à des gens qui vont avoir les compétences techniques et qui vont venir vous aider sur la mise en place de tel outil, qui vont faire avec vous tout le projet, de la définition des besoins au calendrier, en passant par la formation de vos adhérents, etc. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter à faire aussi appel aux bénévolats, même si c'est moins classique.
il y a des gens qui sont tout à fait partants pour partager leurs compétences sur ces sujets-là. De plus en plus d'écoles d'ingénieurs aussi vont proposer à leurs étudiants de s'impliquer au sein de structures associatives pour les aider à développer un outil ou à mener tel ou tel projet. Et enfin, le désir d'un meilleur partage entre associations, c'est un levier d'action qui nous a été très fortement remonté, puisque plus d'un tiers des associations souhaiteraient avoir des échanges d'expériences avec d'autres associations. Alors aujourd'hui, ça se fait déjà à l'intérieur de certaines maisons des associations, où vous allez avoir des cafés pour parler de X ou Y sujets, comme le bénévolat, la recherche de fonds, et des nouveaux sujets apparaissent, comme des échanges d'expériences sur tel outil utilisé, tel outil de suivi de bénéficiaires, de gestion des adhérents, de récolte de fonds. Et là, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir échanger avec les uns les autres sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que tu as choisi tel outil, etc. Découvrir des outils qu'on ne connaissait pas. Il existe aussi des événements autour du numérique pour les associations. Solidatech fait partie d'un collectif qui s'appelle les Résolutions numériques, où pendant un an, on a pu faire un tour de France pour aller à la rencontre des associations, pour parler un peu du numérique, avoir des ateliers sur X ou Y sujets, comme comment mener une bonne stratégie de communication digitale, comment gérer mes projets avec des outils numériques, comment faire attention à la sécurité de mes données, qui sont vraiment des outils, des sujets sur lesquels on va pouvoir échanger et non seulement partager ses expériences, mais aussi avoir un regard extérieur d'une personne un peu spécialiste. Ce genre d'événements se multiplie vraiment, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos mairies, des maisons des associations pour leur demander s'il y a aussi des choses qui se passent à côté de chez vous. Et également, ces temps de rencontre peuvent se solder par la mise en place d'outils numériques mutualisés, comme des hébergements mutualisés ou des centres de ressources où tout le monde va pouvoir venir déposer un peu ses bons tutos, ses bons trucs, ses bonnes astuces pour pouvoir les partager les uns avec les autres. Le rapport complet est vraiment détaillé avec toute une mosaïque de situations et quelques traits communs. Je voulais vous dire que dans le rapport complet, les secteurs qui ont été déterminés sont le sport, la culture, loisirs et éducation populaire, sanitaire et sociale. Aujourd'hui, je vais simplement vous présenter le détail de sanitaire et social, puisque c'est le cas d'un bon nombre d'entre vous. Mais si certaines veulent voir le détail d'autres secteurs d'activité, n'hésitez pas à vous reporter au rapport complet. Le rapport fait aussi le détail par taille de structure. Est-ce que l'association est bénévole ou a au moins un salarié? Quelle est la taille de son budget, le nombre de salariés, etc. Donc sur le secteur sanitaire et social, ces structures utilisent historiquement plus d'outils de gestion, de comptabilité, mais surtout, c'est elles qui ont l'utilisation la plus diversifiée du numérique, que ce soit pour communiquer, pour former, pour gérer, pour suivre des projets. Aujourd'hui en France, le secteur sanitaire et social est le secteur associatif qui emploie le plus de salariés, qui est historiquement le plus professionnel. Donc ça explique aussi que le numérique soit arrivé plus vite dans ces structures-là. A contrario, ce sont des structures qui utilisent moins les logiciels libres. Ce questionnement autour de l'éthique du numérique arrive avec un peu plus de retard, car très rapidement, les structures sont saisies d'outils qui sont plus professionnels, enfin qui étaient à l'époque en tout cas plus professionnels, et sur lesquels elles ont pu avancer très rapidement. Ce que je vous dis là sur les différences de secteur, c'est vraiment des grandes tendances qui sont dégagées de l'enquête. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes une association du secteur sanitaire et social, ce sera vrai pour vous. Mais en tout cas, ce sont des grandes tendances qui sont ressorties. Historiquement, ce sont des structures aussi qui ont plus recours à la formation et du coup qui ont vraiment ce souhait de pouvoir être accompagnées sur le sujet. Donc une fois de plus, les organismes de formation comme l'UNIFAF ont bien saisi cet enjeu et vous proposent de plus en plus des formations. Donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers elles. Et enfin, ce sont des structures qui voient vraiment l'effet sur le suivi et l'évaluation des actions. Certainement dans le suivi des bénéficiaires, aujourd'hui, le fait d'avoir un outil numérique qui parfois est centralisé va pouvoir croiser le suivi entre la santé, le travail, le logement, et que les différentes personnes qui s'occupent de ces sujets-là puissent le rapporter sur un logiciel commun, où du coup on va avoir une vision complète de la personne, vont vraiment avoir un impact sur l'efficacité de l'action. Enfin, une petite parenthèse sur l'association qui compte au moins 3 salariés. Le taux d'utilisation du numérique est largement supérieur. Forcément, quand on a des salariés, on a plus de temps et de moyens de pouvoir se saisir, d'installer des outils et de les utiliser plus efficacement.
mais ce sont aussi des associations qui ont besoin d'accompagnement vraiment sur la formation et sur la définition de cette stratégie numérique pour avoir quelque chose, une approche beaucoup plus globale. Ça ne représente pas tant d'associations que ça en France, parce qu'aujourd'hui en France, on a 1,3 million d'associations et seulement 78 000 ont plus de 3 salariés. Mais 78 000, c'est déjà un beau panel. Je finis rapidement parce que je vois que je suis un petit peu en retard par les clés de la réussite, parce que je regardais un petit peu de temps pour pouvoir échanger avec vous. La première clé, il y en a 7. La première clé, c'est vraiment à chaque projet associatif sa stratégie numérique. On a dit que ça pouvait être très intéressant d'échanger avec d'autres structures sur les pratiques, les retours d'expérience des uns et des autres. Mais attention, ce qui marche chez les uns ne marchera pas forcément chez les autres, parce que les personnes de l'association sont différentes. Les process, les façons de travailler sont différentes. L'action de l'association, bien sûr, est différente. Mais aussi, le public vers lequel vous allez vous tourner est différent. Donc, pour des outils qui vont être utilisés par votre public, là aussi, attention, tout le monde n'a pas la même culture numérique, tout le monde n'a pas le même niveau d'utilisation. Et du coup, certains vont pouvoir mettre en place des outils plus complexes. D'autres vont devoir d'abord, dans un premier temps, rester sur des outils très simples. Je passe rapidement sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Je pourrais y revenir si vous avez des questions. Ne pas perdre de vue le projet associatif. Le numérique, on l'a dit, voilà, c'est vraiment une boîte à outils qui doit être au service du projet associatif. La forme et la technique ne doivent pas prendre le dessus sur le fond. Ça doit parler à beaucoup d'entre vous qui sont allés un jour au Pôle emploi et qui ont dû s'enregistrer dans un code ROM qui ne correspondait en rien à leur métier. Et ça change complètement la pratique des gens de se dire ah ben, moi, il faut que je sois dans telle case, il faut que j'arrive à m'enregistrer comme ci, comme ça. Ça change complètement sa façon de faire. On a rencontré une mission locale qui avait mis en place un logiciel où à la fin d'un entretien avec un jeune suivi, il devait de la même manière devoir cocher des cases pour mettre la personne dans une case pour pouvoir enregistrer et fermer la fiche. On voit que ça change complètement le rapport qu'on va avoir à la personne, parce qu'on ne va pas forcément travailler avec sa situation actuelle et où est-ce qu'on veut l'emmener. Mais si on a un outil qui nous oblige à travailler d'une certaine façon, avec un certain rythme, on ne va pas du tout aborder les choses de la même manière. Donc attention vraiment à ce que l'outil ne conditionne pas les pratiques du quotidien. A contrario, ça peut vraiment avoir un impact positif. Comme on le disait tout à l'heure, le fait de pouvoir avoir un outil qui centralise le suivi des bénéficiaires, par exemple, ça peut permettre d'avoir beaucoup plus de communication entre certains services, de pouvoir aller beaucoup plus vite en se disant à quelqu'un, bah, sur le sujet de santé, je vois qu'on n'a pas avancé sur tel et tel sujet, du coup sur le logement, ça vaut peut-être le coup qu'on repousse un peu le rendez-vous. Ça peut vraiment être des nouvelles pratiques qui se mettent en place, mais qui sont bénéfiques pour l'association. D'où l'intérêt de pouvoir vérifier, quelques temps après la mise en place de certains outils, quels impacts ça a eu sur la vie associative. Instaurer une culture numérique partagée, on en a beaucoup parlé, mais avoir un bagage numérique minimum, c'est important pour ne pas créer cette question de fracture numérique au sein de la structure. Il y a une vraie chance de pouvoir faire de la formation par les pairs pour que chacun apporte son savoir-faire, c'est-à-dire de ne pas forcément chercher des formateurs extérieurs. Parfois, le bagage numérique minimum peut aussi être apporté par certains au sein de l'association et du coup permettre vraiment de consolider l'esprit d'équipe. Ça peut être une vraie chance de pouvoir ressouder les liens et que, par exemple, on ait un tuteur sur tel sujet où on sait qu'on va pouvoir venir le voir si on a des questions et que lui va pouvoir faire le tour de tout le monde pour pouvoir vérifier que tout le monde a bien saisi comment utiliser telle ou telle fonctionnalité. Quelques pièges à éviter, on a parlé de l'exclusion, également de l'infobésité sur le fait de recevoir trop d'informations. La mauvaise e-réputation, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est quelque chose qui est très important. De plus en plus de structures vont sur Internet par leur site web ou par leurs réseaux sociaux, mais ne saisissent pas forcément tout l'enjeu qu'il y a derrière et vont, par exemple, confier les réseaux sociaux à un stagiaire qui va être là 3 mois, qui ne connaîtra pas forcément bien l'action de l'association et la ligne éditoriale que l'association a envie de mettre en place, quelle image elle souhaite donner dehors. Et un tweet ou un message Facebook, ça reste. Et c'est très important de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir pour la réputation de l'association. Parce que l'impact peut être très fort d'un point de vue positif, mais également d'un point de vue négatif. Et enfin, l'absence de sécurisation des données. Il y a un bon réflexe à acquérir, même si on n'est pas du tout technique, c'est simplement de se poser la question. Où sont mes données? Est-ce que je peux les récupérer si j'en ai besoin un jour? Est-ce qu'il va y avoir des mots de passe que je vais pouvoir récupérer? Ou est-ce que si la personne qui est en charge s'en va, eh ben, on est tous complètement bloqués?
Est-ce que j'ai la main dessus? Est-ce que c'est mon prestataire qui a la main dessus? Et si à chaque fois je dois faire une modification, et ben, je dois payer 30 000 euros, ça pose aussi problème. Est-ce que mes données sont sauvegardées au cas où j'ai un problème avec le serveur? Tout ça, c'est simplement une question de réflexe et de questions à savoir se poser à la personne qui va pouvoir mettre en place ces différents outils. Dans la même idée, l'idée de bien choisir ces outils, se méfier des effets de mode des startups qui viennent de sortir un super outil, mais qui n'existera peut-être plus dans 6 mois. Donc du coup, tout le travail que vous aurez fait pour mettre en place cet outil, toutes vos données vont disparaître. Donc voilà, bien réfléchir à quand je choisis mon outil, est-ce que c'est une entreprise qui est stable? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce que je vais pouvoir lui faire confiance? C'est vraiment une question très importante. Le fait d'anticiper les besoins futurs, d'éviter les solutions figées, ça on en parle beaucoup, mais certaines structures décident de développer des outils, donc elles vont devoir payer très cher pour développer un outil qui leur est propre. Et en fait, 2-3 ans plus tard, les pratiques ont changé au sein de l'association, il faut faire évoluer l'outil, et là ça recoûte encore 30 000 euros. Donc c'est important de vraiment savoir qu'est-ce que je veux dans le futur pour mon outil. Bien sûr, tout n'est pas anticipable, mais savoir simplement est-ce que je vais pouvoir le faire évoluer facilement ou pas, et est-ce que je vais pouvoir l'utiliser dans le temps. Et enfin, très important, tenir compte des capacités des utilisateurs finaux, que ce soit sur la complexité d'utilisation. Par exemple, une action que quelqu'un va faire 300 fois par jour, s'il faut qu'elle fasse 15 clics pour la faire et enregistrer, vous pouvez être sûr qu'elle n'utilisera pas l'outil qui a été mis en place. Par rapport à ses compétences aussi, c'est quelque chose qui va lui demander trop de gap par rapport à sa situation actuelle, elle va se décourager très vite. Donc voilà, vraiment faire attention à impliquer les utilisateurs clés en amont lorsqu'on va définir le projet et choisir l'outil. Se dire vraiment, je prends des gens qui vont l'utiliser au quotidien pour voir avec eux est-ce qu'ils se sentent ou pas de partir sur telle ou telle solution. Ce que je viens de vous expliquer montre bien qu'un projet numérique, ça se construit par étapes, avec un certain nombre d'étapes à ne pas passer trop vite. Même si on parle de juste implémenter un tout petit outil comme Skype, ces questions-là, il faut se les poser, même si elles sont très rapides, et ne pas oublier chacune de ces étapes. Entre vraiment la définition de ses besoins, quels sont mes objectifs, à qui l'outil va servir, dans quel but est-ce que je veux mettre en place cet outil, qu'est-ce que ça va m'apporter, quelles sont les différentes solutions, quelles sont mes contraintes. Je vais avoir un super outil, mais qui va mettre 6 mois à être mis en place alors que j'en ai besoin demain, ça ne va pas le faire non plus. S'appuyer sur l'expérience d'autres associations qui peuvent avoir eu des bonnes ou des mauvaises expériences avec tel ou tel outil. Impliquer toutes les parties prenantes et bien sûr analyser les risques possibles et tenter d'anticiper les effets attendus sur l'activité et sur l'organisation. Quand on parle de ces changements de pratiques, attention à bien anticiper. Est-ce que les changements de pratiques liés à ces nouveaux process vont être bénéfiques ou négatifs pour ma structure? Et enfin, bien sûr, un temps d'évaluation. 6 mois après, 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, avoir mis en place une nouvelle pratique, un nouvel outil. Quels sont les impacts? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Que ce soit au niveau de l'action, au niveau des personnes, est-ce qu'il y a des gens qui sont à côté? Tout le monde est bien impliqué? Est-ce que ça a fait évoluer ma gouvernance? Tout ça, que ce soit en positif ou en négatif, vraiment prendre conscience pour pouvoir redresser la barre si besoin. Voilà, je suis désolée, j'ai été un petit peu plus longue que prévu. Je vous propose de me remonter un petit peu vos questions et de voir du coup si je peux y répondre, si on peut revenir sur un sujet ou sur un autre. Bonjour à tous, je suis Lucie et je vais faire remonter vos questions à Claire. Alors, on a déjà vu des questions qui apparaissaient au sujet du guide d'AnimaFac. Certains voulaient savoir si c'était un outil gratuit en ligne et on va peut-être pouvoir vous donner le lien directement. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on vous envoie le lien vers le guide à tous les participants du webinaire. Je suis désolée, il y a de l'écho. Je vais enlever mon micro. Oui, pardon. Oui, donc en fait, on va tous vous envoyer un lien vers le rapport complet et je vais vous rajouter également le guide AnimaFac, aucun problème. Alors, de nouvelles questions arrivent. Nous avons par exemple... Alors, attendez juste un instant. Des personnes qui veulent en savoir un peu plus sur passerelles et numérique. Sophie qui nous pose la question. Passerelles et compétences. Oui, tout à fait. Alors, passerelle
Passerelle et compétences, c'est une association qui est dans toute la France, qui a des relais, il y a des bureaux locaux, alors je pense dans une dizaine ou une quinzaine de villes en France, mais il y a également une possibilité de pouvoir aller en ligne. Je me note aussi de vous envoyer le lien. Donc c'est une association qui propose de mettre à disposition des bénévoles qui vont avoir des compétences bien définies. Donc Passerelle et compétences vous aide à définir la fiche de mission du bénévole pour être sûr que ça va bien correspondre à vos besoins et vont faire pour vous la recherche du bénévole pour vous proposer un profil qui corresponde à vos besoins. J'en profite pour vous proposer, si certains souhaitent lever la main pour prendre la parole en direct, n'hésitez pas, je peux vous ouvrir vos micros pour ceux qui ont un micro, pour qu'on puisse discuter directement ensemble. Alors, nous avons une autre question. Quelqu'un qui demande s'il peut savoir revenir sur les applications smartphone pour les associations que Claire a citées précédemment, quelques exemples, ou des pistes de financement, voire des fourchettes de prix. Alors, pour les applications smartphone, la première dont je peux vous parler assez rapidement s'appelle Picasso, qui est une application qui est dédiée au secteur associatif. Donc, elle fonctionne sur smartphone, mais également en web. L'idée étant d'avoir une application pour pouvoir non seulement discuter, donc qui est vraiment dédiée à votre association. Tous les salariés, adhérents, bénéficiaires, bénévoles vont pouvoir se connecter. Même des gens extérieurs à l'association vont pouvoir vous retrouver sur un espèce d'agenda géant pour demander à discuter avec vous. Et vous, en tant que administrateur de l'application, vous allez pouvoir créer des groupes de discussion sur tel ou tel sujet. Vous allez pouvoir donner l'autorisation ou pas aux gens de discuter. Et les gens vont pouvoir envoyer, c'est vraiment pour certains qui connaissent WhatsApp ou Facebook Messenger, ça ressemble vraiment avec cette notion de pouvoir envoyer des messages en direct et de pouvoir discuter. Ça permet également à l'association, quand elle a besoin de pousser une information du style la réunion de ce soir n'a plus lieu à telle adresse, mais à telle adresse au dernier moment, et bien hop, vous poussez un message à tout le monde et tout le monde l'a instantanément sur son smartphone directement dans l'application. Dans cette application, comme elle est dédiée au secteur associatif, elle est vraiment pensée associative, donc il y a cet espace de discussion avec des groupes privés ou des forums qui sont ouverts à tous, mais également un endroit où vous allez pouvoir mettre un calendrier de l'association avec les événements où les gens vont pouvoir s'inscrire, un endroit où les gens vont pouvoir donner leur disponibilité, vous allez pouvoir faire des sondages. Voilà, c'est un peu pensé globalement comme ça. Donc ça, c'est la première dont je peux vous parler. Les applications, après, il y en a qui vont être faites plus dédiées, par exemple, sur le fait de pouvoir accompagner des SDF qui auraient besoin de X ou Y, une couverture ou un café, etc. Je crois que c'est le SAMU social qui a mis en place une application où eux vont pouvoir signaler où sont les SDF et de quoi ils ont besoin pour que les gens puissent être prêts à aller à leur rencontre en disant bah, c'est bon, moi je lui apporte le café ce matin, c'est bon, moi je lui ai apporté une couverture, etc. Et on voit que sur les associations d'accompagnement comme ça, j'ai peur de vous dire une bêtise, je ne suis pas du tout sûre que ce soit le SAMU social. Hein. Je vérifierai, je vous enverrai. On voit qu'on a de plus en plus d'applications qui se développent comme ça, du suivi de personnes, qui posent bien sûr aussi des questions, hein, parce que est-ce qu'on a forcément envie de pouvoir voir où sont les gens en temps réel? C'est aussi des questions qu'il faut se poser et des questions éthiques. Mais ce développement d'applications se fait aussi parce que des écoles d'ingénieurs, comme par exemple Latitude, c'est une association qui met en lien des étudiants ingénieurs avec des associations qui souhaiteraient développer des applications sur tel ou tel sujet. L'idée étant de savoir est-ce que vous voulez une application qui soit générique et vous l'approprier comme Picasso, ou est-ce que vous voulez développer votre propre application pour répondre à un besoin qui aujourd'hui ne serait pas couvert par une application disponible sur votre store. Une nouvelle question pour Claire. Quels sont les différents niveaux de conduite du changement? Par exemple, en termes de changement culturel, doit-on le faire en amont de l'initiation de l'outil? Oui, alors l'accompagnement au changement, c'est un très vaste sujet. Pour moi, et là je vous donne ma vision qui est liée au recueil d'expériences que j'ai pu faire, le plus important, c'est que cette culture numérique, on la fasse dans une démarche qui soit plus complète. C'est-à-dire, à un moment, pouvoir dire officiellement, que ce soit en AG, que ce soit dans un temps donné, l'association souhaite vraiment réfléchir au fait de pouvoir implémenter des nouveaux outils.
Ne serait-ce que de dire ça, ça permet aux gens de savoir que potentiellement, dans les mois à venir, il va se passer des choses. Ça permet de préparer les gens psychologiquement. Donc, pour moi, l'accompagnement au changement doit se faire vraiment en amont et pouvoir dire aux gens, eh bien, écoutez, on a ce projet-là, on voudrait que ce soit participatif, donc n'hésitez pas à revenir vers nous en nous faisant des propositions sur lesquelles on va pouvoir se positionner les uns ou les autres. Et dans ce moment-là, pouvoir proposer à ceux qui le souhaitent, et déjà commencer par ce que ce soit les gens qui viennent en disant, voilà, on a ce projet-là, on aimerait bien du coup pouvoir mettre tout le monde sur un pied d'égalité et avoir cette première notion de culture numérique partagée, de base commune. Et là, on va pouvoir commencer à proposer des formations de remise à niveau ou des ateliers faits par un salarié de l'association pour tout le monde. Mais vraiment que ça se fasse dans une optique de se dire ça va être un projet à long terme et on vous prévient tôt et du coup on vous forme assez tôt à des outils qui sont déjà largement utilisés ou aux basiques de l'informatique. Ça permet aux gens de ne pas se sentir coincés en se disant ah bah attendez, ça nous tombe dessus comme ça, il faut déjà qu'on se remette à niveau, après on va être formé sur l'outil, ça va être énorme et du coup ça va paraître une marge beaucoup plus grande à passer pour tout le monde. Ça, c'est une première chose. Donc, cette notion de pouvoir avoir un projet dans le temps est importante au niveau de l'implication des gens très rapide. Par contre, à partir du moment où vous mettez en place un outil, ça m'a été pas mal remonté par des structures qui ont mis en place Office 365, par exemple, avec différentes briques, et qui ont choisi de le faire petit à petit, en se disant, bah, d'abord, je vais mettre les mails, après, je vais mettre le drive, après, je vais mettre le chat. Et ça peut aussi être frustrant pour les gens, parce que le fait d'avoir un outil qui change tous les mois ou tous les 2 mois, avec des nouvelles fonctionnalités en plus, une fois, ça va, 2 fois, c'est un peu plus compliqué, 3 fois, les gens en ont marre d'apprendre encore des nouvelles choses. Donc, à la fois, c'est important de pouvoir impliquer les gens tôt en amont et leur dire qu'il y a des choses qui se passent et qu'on est en réflexion. Par contre, une fois qu'on implémente un outil, c'est important de laisser aussi le temps aux gens de s'en saisir avant de commencer à mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Nouvelle question d'Emmanuel. Y a-t-il des ressources comme Wikifab qui répertorient des tutos pour résoudre des problèmes au quotidien dans les assos grâce au numérique? Oui, alors il n'y a pas d'outil unique en fait aujourd'hui. Il y a pas mal d'associations qui se mettent sur des forums. Je ne sais pas si les Fab Labs, ça vous parle. Par exemple, il y a des carrefours numériques, il y a des endroits où les associations vont pouvoir venir physiquement pour poser des questions, mais vont aussi pouvoir avoir un wiki en ligne pour échanger sur tel ou tel sujet. Il y a des choses qui existent au niveau national, mais il y a aussi des choses qui existent au niveau local. Sur les wikis, aujourd'hui, moi, j'en ai vu aucun dédié au secteur associatif, complètement numérique. J'en ai pas encore découvert, mais peut-être que ça existe et que je connais pas. Par contre, il y a des centres de ressources comme celui de Solidatech où là, on va pouvoir avoir des tutoriels par rapport à des questions qui nous sont posées. On va pouvoir vraiment partager des choses qu'on nous remonte, c'est-à-dire que Solidatech va publier des articles, mais aussi toutes les structures qui souhaitent contribuer au centre de ressources sont invitées à proposer des articles ou proposer des questions pour que nous, on puisse faire des articles pour y répondre. Donc ça existe. Sur le wiki, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont lancées petit à petit, mais aujourd'hui, comme je vous le disais, je pense qu'il n'y en a pas un unique que je pourrais vous conseiller. Mohamed voulait savoir s'il y aurait une formation pour savoir comment créer sa propre application, sinon quel logiciel est-ce que Claire, tu conseillerais? Alors sur le développement d'applications, de mémoire, Simplon propose des formations sur le développement d'applications. Après, clairement, le développement d'applications, c'est un métier. C'est 5 ans d'études pour en arriver là, donc c'est pas une formation qui va vous apprendre à vraiment faire du développement vous-même. L'idée étant peut-être plus déjà d'acquérir une culture numérique. Donc pour ça, il y a une petite formation de Simplon qui est très bien pour apprendre à connaître le vocabulaire pour pouvoir discuter avec un prestataire. Parce que déjà, pouvoir avoir le même langage que lui et savoir de quoi on parle, c'est un premier point. Après, sur le développement d'applications, je n'ai pas de logiciel particulier à vous recommander, si ce n'est de vous tourner vers des professionnels de ce milieu-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui soit assez démocratisé pour construire vous-même vos applications avec un niveau technique basique. Ce que je vous propose, c'est peut-être de donner la main à Alain Dreyfus, qui lève la main depuis tout à l'heure. Alain, je vais vous ouvrir votre micro. Bonjour Alain. Bonjour.
Une simple question. Je pense que nous allons recevoir ce webinaire par PowerPoint ou autre Oui, on moyen, va vous parce envoyer que le je support aussi. suis intéressé par la question des réseaux sociaux et qu'on a Oui, sauté, vous avez sauté, mais que je comprends très bien. Et voilà. pas de problème. Oui, oui, aucun souci. Je vous confirme, on vous enverra le support à la fin de la formation, du webinaire. Sur les réseaux sociaux, très rapidement, la slide que j'ai sautée et sur lequel vous pourrez revenir, c'est pour chaque réseau social, quelle cible correspond et quel type de message est attendu. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de plus institutionnel, quelque chose de plus instantané, est-ce que c'est pour, enfin, ce pourquoi c'est pour partager, etc. C'était vraiment pour vous illustrer le fait qu'un outil peut aller à quelqu'un. Par exemple, une association va être très bien sur Facebook, mais pour une autre, ce ne sera pas une solution pour elle d'aller sur Facebook parce que son audience, ce sera plutôt Twitter. Et c'était aussi pour vous illustrer le fait que voilà, c'est bien d'échanger les expériences entre associations, mais ce qui marche chez l'un ne marche pas forcément chez l'autre. D'accord, merci. Pas de souci. Passez une bonne journée, Alain. Lucie, du coup, est-ce qu'on a d'autres questions? Il y avait une autre question. Un exemple d'outil de pilotage de projet simple et efficace. Alors sur le pilotage de projet, ça dépend aussi de votre technique de gérer des projets. Si vous êtes par exemple sur une technique Kanban, donc c'est le fait de pouvoir avoir des petits post-it qu'on va déplacer en fonction de l'avancement des tâches. Il y a un outil qui s'appelle Trello, qui est gratuit, très simple à utiliser, qui est en web, où là vous allez pouvoir très facilement vous en saisir et le prendre en main. Et en plus c'est un outil collaboratif, ce qui veut dire que si vous êtes plusieurs à travailler sur le même projet, vous allez pouvoir vous attribuer des tâches et tout le monde va pouvoir accéder pour faire les modifications et faire avancer ses propres tâches. Si par contre, vous préférez travailler plus en Gantt, là, vous avez des outils Microsoft comme MS Project qui sont très bons, sur lesquels il ne faut pas hésiter à vous saisir, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes à mettre en place, parce que c'est des outils qui sont plus complexes, sont plus lourds avec de la gestion de projet, où là, on peut aller beaucoup plus en détail. Un outil qui, je trouve, a un bon juste milieu, c'est Wimi. Wimi, c'est un outil collaboratif avec des espaces de travail où vous allez avoir, donc c'est vraiment un espèce de bureau virtuel. Imaginez-vous une salle virtuelle dans laquelle les gens vont pouvoir se connecter et vous allez pouvoir et discuter et échanger des documents et avoir la notion de gestion de projet avec des tâches affectées, avec des deadlines et du coup avec un calendrier complet, mais également des indicateurs qui disent un tel est en retard sur telle tâche, un tel est à l'heure, un tel a déjà avancé de 50% sur sa tâche, etc. Avec cette vision gestion de projet plus globale, mais également travail du quotidien, puisque est intégrée vraiment cette notion de bureau où vous allez pouvoir discuter et travailler en direct. Wimi, à contrario de Trello, n'est pas gratuit. Alors, en passant par Solidatech, il est gratuit pour les associations qui ont moins de 50 000 € de budget annuel. Et pour celles qui ont plus de 50 000 € de budget, c'est moins 30%. Donc, voilà, si ça peut vous aider. Bien sûr, là, je vous ai cité quelques noms de logiciels donc très simples, Trello, très complet, Wimi, beaucoup plus pro avec MS Project. Il en existe plein d'autres. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je suis désolée parce qu'il est 11h11, je vous ai pris un peu plus de temps que prévu. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions qui pourraient vous venir, n'hésitez pas. On va vous envoyer du coup les supports du webinaire, donc vous aurez nos contacts pour nous envoyer toutes vos questions a posteriori. J'espère que ce webinaire vous aura plu, que je n'ai pas parlé trop vite, ce qui est un petit peu mon défaut, et surtout que ça aura pu répondre à toutes vos questions. Passez une très très bonne journée et encore un grand merci pour votre participation.